L'inflation. Malgré l'inflation, Félix Tshisekedi a réussi à avoir 80% des électeurs qui lui ont redonné la confiance. C'est ça normal. Clairement, ne me parlez pas de ces chiffres parce que, comme je dis, les problèmes, ce n'est pas Vous êtes économiste, vous êtes économiste. Mais oui, justement, je m'appuie à ça. Les problèmes, c'est ni Tshisekedi, ni Katumbi, ni Mukwege, ni Fayulu, ni même Rex Kazadi, ou qui que ce soit. Les problèmes, c'est la CENI. Je vous ai parlé tout à l'heure du problème de crédibilité. Ce n'est pas la CENI qui a été votée. Non, mais attendez. Tu as parlé de 87%, 87%. Ah oui, des Congolais qui ont vécu. Mais ces 87%, c'est dû à quoi? Combien y a-t-il de Congolais? Combien y a-t-il des Angolais? Combien ont-ils voté? Mais justement, Mobutu, son pouvoir a toujours été confronté. Qui ne sait pas que c'était un pouvoir dictatorial? Paul Biya le fait. Qui ne sait pas que c'est un pouvoir dictatorial? Il y a des opposants au Cameroun. Mais bien sûr. Mais qui ne dénonce pas la dictature dans tous ces pays-là ou avec tous ces acteurs-là que tu es en train de citer? Ils ne sont pas crédibles sur le plan international. Or, aujourd'hui, le monde est petit. Par rapport aux élections ou bien crédible par rapport à la puissance dans leur pays? Justement, ce que vous devez refléter, vous ne refléterez jamais les 100%, voilà. Mais au moins une majorité. Okay? Et cette majorité-là doit être, je dirais, crédible. Si les chiffres, je vous donnerai des exemples que nous avons suivis. Ce n'est pas pour, parce que jusque-là, au moment où nous tournons cette émission, il n'y a que des tendances. Les résultats ne sont pas encore prononcés. Il y a des endroits où on nous parle de 300 enrôlés et de 500 votés. Où est le sérieux? Et ce n'est pas un seul endroit. Nous avons vu des images de machines sorties dans les maisons des gens. Quelle crédibilité à ce chiffre-là? Mettons de côté. Je retourne sur votre question principale de l'inflation. J'ai toujours dit, que ce soit en politique, en droit, en sociologie, en économie, en médecine, tout ce que nous ferons, les dénominateurs communs, c'est le social. On peut fournir des mille et des milliers d'efforts, tant que le social ne sera pas stable, tous ces efforts-là ne se feront pas voir. Okay? Maintenant, peu importe, parlons de Tshisekedi parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il s'est battu comme il s'est battu, il a fait ce qu'il a fait. Dire qu'il n'a rien fait, c'est faux. Il a fait ce qu'il a fait. Mais pour quel résultat? Mais il vous a quand même offert l'hôpital de référence en Mayenne. Merci beaucoup. Combien seront-ils en mesure d'aller se faire soigner à cet hôpital? La gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup. Pour quelle qualité d'enseignement? La gratuité de la maternité. Merci. Déjà à 100 millions, plus ou moins, il y a déjà un problème aujourd'hui d'exode. Partout, hein, non seulement rural, maintenant nous vivons aussi l'exode urbain avec ces mouvements de l'émigration. Les maladies qui se propagent, tout et tout. Les pays comme la Chine, des grands pays, ils mettent en place des politiques pour réduire justement la productivité, la procréation. Et nous, en République démocratique, avec tout ce que nous avons, nous favorisons justement la procréation. Parce que nous réfléchissons. À l'Est, nous avions perdu 12 millions d'habitants quand même. Mais alors, dans ces cas, faire naître quelque part. Dans ces cas, je prends par exemple Kivu que je compare à Kinshasa. À Kinshasa, il y a un surpeuplement, on est d'accord. Vous voulez faire déplacer tous ces gens là? Non. Ma logique est de dire que pour moi, la gratuité devrait se faire Kivu par exemple, pas à Kinshasa ou à l'Équateur. Et encore les conditions qui doivent accompagner cette gratuité de la maternité. J'en suis pas contre. Mais allez-y comprendre ce que ça donne. C'est vrai, nous avons eu des morts. Il y en a, personne ne peut. Vous savez, ce n'est pas la première fois. À Kisangani, par exemple, il y a eu un moment où les statistiques donnaient moins d'hommes par rapport aux femmes. Ce sont des réalités qu'on a toujours vécues. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez nombreux, bien que la population soit un indice de développement. Parce que pour investir, on regarde aussi les marchés, donc la population, la démographie. Mais il faut contextualiser la situation, M. Ivondo. Là, je vous parle en tant qu'économiste. Contextualiser, il ne faut pas faire des choses. Laissez-moi vous dire. J'ai eu un professeur, Gamela, je ne sais pas qui qu'il est devenu, à l'université de Kinshasa, qui nous a enseigné le management. C'est de ma promotion, je connais. Gamela disait il y a eu un leader qui s'est retrouvé devant une population où cette population avait un problème de santé, d'aller se faire soigner.
Donc il leur manquait un centre hospitalier pour la santé. Et lui, il est venu installer une usine de production, je ne sais pas moi, de bois ou quelque chose. Mais cette usine a finalement échoué parce que ce n'était pas les besoins de la population. Donc les projets sont bons, mais il faut que les projets répondent. C'est aussi ça le rôle de l'économie. L'économie est au service de la sociale. Il faut que les initiatives répondent aux besoins. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Bon, l'inflation, vous avez à moitié répondu parce que... L'inflation, je vous le dirai, c'est quoi l'inflation? À un moment donné, l'inflation, c'est que nous sommes devant une monnaie qui a perdu toute sa valeur. Voilà. C'est ça, en fait. Même ici en Suisse, nous vivons aussi l'inflation, qui ne dit pas son nom. Je suis parmi ceux-là qui sont en train de travailler là-dessus au niveau des berges nationales. Mais je reviens dans le cas du Congo. L'inflation a augmenté. Je salue un des candidats. Je ne suis pas de son obédience, mais ses analyses certaines m'ont captivé, Noël Tchani, qui a expliqué clairement. L'homme des pères et des mères. L'homme des pères et des mères, mais c'est d'abord un économiste. Avec 0,05%. Tout ce que vous voulez, je vous le conseille. Il a expliqué cette histoire de l'inflation dont vous faites allusion. Nous avons une économie dollarisée. Je suivi quelques candidats. C'est un problème sérieux. Vous avez les Russes. Ils se sont dédollarisés. Voilà l'économie russe. Malgré les sanctions, c'est une des meilleures économies actuellement. Ça, c'est une chose. J'ai suivi beaucoup un discours qui a émergé pendant cette campagne. Ah non, il faut diversifier l'économie. Mais l'économie congolaise a toujours été diversifiée. Il faut plutôt réglementer l'économie congolaise. Prendre tout ce qui est dans l'informel et le mettre dans le formel. Le vrai problème du Congo, c'est ça. En cela, il y a aussi les problèmes d'hommes. Dans un pays pauvre, soi-disant, ou émergent, mais quand on parle de sommes d'argent au Congo, surtout en matière de détournement et de dépenses, on parle en termes de millions et de milliards. Où est le sérieux? Est-ce que c'est vraiment le pays qui est malade ou il y a un problème de la volonté politique? C'est ce que je vous dis. On doit se poser la question, est-ce que réellement ces pays-là manquent de moyens ou il manque des hommes, des patriotes, je dirais des vrais patriotes, pour les reconstruire et les mettre sur les branches? Voilà, peut-être c'est un problème d'hommes. Le vrai problème du Congo, c'est un problème d'hommes congolais, soit il n'est pas encore mature au niveau de la gestion de la chose publique, soit où il faut former des gens au niveau de vos partis politiques. J'ai toujours dit en tant que penseur, moi je suis l'homme de libre pensée, les politiques n'ont pas le monopole de diriger les gens. La politique par définition c'est l'art de diriger. Mais les politiques, et surtout que personne ne peut se déclarer, même dans un royaume. Par moment, on a vu des royaumes se transformer en... des monarques se transformer en république. Hein. La terre, l'espace nous appartient à tous. Donc, c'est question, comme je dis, nous, société civile, de bien éduquer la population, de conscientiser la population. Parmi mes publications, je dirais, j'ai fait publier un enseignement qui traîne encore sur YouTube, hein, je vous envoie d'aller lire ça. L'éthique en politique, j'ai expliqué. Aujourd'hui, on peut être président, prêtre, sportif, tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un habit que nous portons. À la fin, nous retournons ce que nous sommes, citoyens. C'est comme on dit, l'homme vient au monde main vide et il retourne sur terre main vide. Entre deux, c'est là qu'il faut soigner ce processus. Donc, vous êtes en accord avec les personnes qui disent que Félix Tshisekedi devrait devenir roi au Congo? Comme eux-mêmes le disent aussi, c'est un verre à moitié plein et à moitié vide. Tout dépend de qui le dit et de comment est-ce qu'il le conçoit. Vous savez, tout ce que nous faisons, vous posez des questions selon votre aperçu, votre ressenti. Je réponds, moi, ce n'est pas au nom de tous les Congolais. C'est ma façon de voir. Si certains Congolais peuvent voir comme moi, nous ferons bloc. Mais c'est une utopie de penser que j'aurai la totalité des Congolais penser voir des choses comme moi. C'est une utopie. Monsieur Augustin, lorsque vous alliez dans vos réunions ici en Suisse, hein, je vous réponds comme étant le représentant du syndicat, membre du syndicat des étrangers ici en Suisse,
Il vous arrive de parler du Congo? Bien sûr, je viens de vous dire ici que ma dernière sortie internationale, j'en suis fier. Aujourd'hui, je peux ne pas revenir aux affaires au Congo. Je dis bien peut ne pas revenir. J'utilise le mot revenir. Parce que le pouvoir, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne suis pas derrière le pouvoir. Vous étiez candidat. Non seulement quand j'ai exercé le pouvoir, très jeune. J'ai été conseiller de Mungu Diaka, j'ai travaillé avec Mandou, j'ai été avec Musée, même avec Jean-Pierre Bemba, à un moment donné. Je n'ai jamais dit ça. Quand au début du MLC, ceux qui ont sauvé l'image, ceux qui sont venus défendre, c'est à quoi on accusait les MLC de l'époque du cannibalisme. Nous sommes là, on ne dit rien, on ne réclame rien. Ce n'est pas les MLC de jouissance aujourd'hui, c'était les MLC de combat, bien sûr avec des amis comme le Kamita, ou le Dominique Campou, François Mwamba, mon cher aîné, Thomas Louaka, tous ces gens-là. Je ferme cette parenthèse. Donc, je suis fier et partout où je passe. Quand j'étais candidat ici et même quand je continue d'exercer la politique ici en Christ, j'ai toujours dit à mes compatriotes, je reste l'œil, l'oreille et la bouche de mes origines. Non seulement le Congo, l'Afrique aussi. Donc je parle toujours et toujours du Congo. Avant ces projets de problèmes climatiques, il y a ces projets de pensionnés, de retraités. Je salue le projet que j'avais remis à mon ami Pierre-Yves Maillard, qui en a fièrement porté jusqu'au bout. Malheureusement, ça n'a pas suivi par nous-mêmes, population et nos autorités. C'est lui qui a fait son travail en tant que parlementaire. Mais nos pays d'origine, nos administrations, la population, est-ce qu'elle a compris cela? Alors que nous avions sensibilisé, nous en avions parlé jusqu'à fatiguer. Donc, je ne peux jamais nier, et je suis de ceux-là qui pensent que la force du Congo, ça ne serait pas seulement attribué au FRDC, à la police, à l'ANER, des MIAP, au renseignement, à l'ANER, mais aussi à la participation et l'implication surtout de la diaspora. Nous allons chuter pour cette première partie. Monsieur Listan, est-ce qu'avec la production de poissons, peut-on devenir milliardaire? Mais oui, pourquoi pas? C'est le sérieux dans le travail. Et je vous dirai une chose, monsieur Imondo. Je cite le feu Mungu Diaka. Il nous disait, il n'y a pas de grands postes, il n'y a pas de petits postes. C'est l'homme qui donne la valeur à son poste. Nous en avons connu quelques exemples. Tu es quinois comme moi. Tu as entendu parler de charbon, le roulage qu'on appelait charbon. Simple roulage, mais qui est resté dans les annales, réputé. Simple roulage, mais du fait qu'il faisait bien, il a valorisé son travail, il est resté dans les annales, plus que beaucoup de ministres, premiers ministres, commissaires d'État, commissaires du peuple et toutes les autorités qu'on peut connaître. Donc, tout dépend du sérieux qu'on met, du succès qu'on fait. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de choses. Voilà, nous avions, vous et moi, avions suivi la sortie médiatique de Corneille Nangaa, qui menaçait la République d'une invasion si Félix, le président sortant, tenait à ce que les élections aient eu lieu. Et le 20, à minuit, nous avions vu les Congolais aller voter. Nous sommes arrivés au 21. 22, nous sommes aujourd'hui le 30. Qu'en est-il de ces sorties médiatiques qu'il a fait? Vous avez une idée ou bien vous êtes au courant de là où il se trouve ou de ses avancées? Je ne suis pas au courant de là où il se trouve. En tant que Congolais, c'est triste. Même pour lui-même, Corneille Nangaa, ça serait aussi triste. Parce que la guerre n'a jamais été la meilleure des choses, bien que les gens en font usage. Je suis vu aussi presque tous ces candidats à l'élection sont des vats en guerre. Ils sont dans une option de dire qu'il faut frapper le Rwanda. C'est un discours, je dirais, patriotique, nationaliste. Oui, parce que nous en avons beaucoup payé les prix sur le comportement du Rwanda. S'il y aurait eu d'autres moyens de trouver des solutions, je pense qu'il faut utiliser d'autres moyens autres que des guerres. Parce que quand on fait... Il a fait tout son possible, mais de l'autre côté, son homologue de Kagame n'a
refusé toute négociation, lui a tourné en bâton. Personne ne saura les secrets du vent. Toi et moi, nous n'avons jamais assisté à ces négociations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été dit, quels sont les coups de fil, parce que la communication n'est pas rompue. Hein. La diplomatie, nous avons une représentation diplomatique rwandaise au pays. Quand vous allez à l'Est, vous savez, une partie de l'économie rwandaise dépend de la production congolaise. Jusqu'à ces jours, le Rwanda continue à être les représentants des ventes de certaines matières congolaises. Donc à un moment donné, on se pose la question de qui se moque-t-on? Et dans ces derniers temps, j'ai beaucoup lu Jacques Chirac. Et un des éléments qui a retenu mon attention, c'est de dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. Triste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie où nous reviendrons avec le président Christian Mukamba pour d'autres questions. Et si vous continuez à nous suivre sur le plateau du sénateur, il est en face de moi. Nous allons quelques pages de publicité et nous allons revenir sur ce plateau. Moi, je dirais plus loin, le problème c'est l'homme congolais, que ce soit du côté pouvoir ou du côté opposition. Vous savez, les élections, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres de la démocratie. Mais ce n'est pas non plus une obligation d'avoir des élections. Je vous donnerai des exemples de grands pays qui aujourd'hui sont devenus hyper puissants. Je citerai l'exemple du Japon. J'ai lu un livre de miracles économiques japonais. Sortant de la guerre mondiale, ils se sont mis ensemble et ils ont dit laissons de côté les intérêts politiques. Maintenant, c'est le patriotisme, mettons-nous ensemble, bâtissons jusqu'à un certain niveau. Après, nous allons tout déclencher. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, le Japon est fort. La Chine le fait aussi. Bref, avoir des élections, c'est une bonne chose. Mais l'homme congolais, surtout l'homme politique congolais, qui menait la population vers justement ces enjeux, vers cette voie, aujourd'hui, ça nous fait voir que l'homme politique n'est pas prêt ou il est incompétent à pouvoir mener ces processus face à la population qu'elle a voulu elle-même entraîner. Donc, c'est tous les problèmes. Personnellement, j'ai toujours dit, ça m'étonne d'ailleurs qu'au Congo, la CNI joue à la une, soit à la une de l'actualité. Dans des pays de vieilles démocraties ou des démocraties avancées, personne ne sait de qui, de quoi, de comment est formée la CNI. C'est une formalité normale. Non. Mais nous sommes dans un pays où certaines choses pourraient bien les faire, sans trop de complications. Mais c'est l'homme politique, c'est la volonté politique qui manque. Les problèmes, par exemple, d'enrôlement aujourd'hui, la carte d'identité, parlons même de la carte d'électeur, telle qu'elle a été imprimée, conçue, présentée jusqu'à la dernière minute. Les problèmes de recensement. Oui, certains nous diront que c'est une affaire d'argent, beaucoup d'argent, mais nous qui sommes de la vieille époque, vous nous direz de ce temps-là, j'ai toujours envié, moi, l'administration territoriale de la République du Congo, qui va de la rue jusqu'au ministère national. Les chefs de rue, les chefs de quartier. Ça, c'était à l'époque du Zaïre. C'est le même pays. C'est le même pays, mais le fonctionnement a changé à l'arrivée de l'AFDEL. Peu importe, ce sont les mêmes citoyens, ce sont les mêmes acteurs. Oui, mais nous avions C'est Mobutu qui est parti avec son administration, avec ses collaborateurs. Voilà. Mais l'administration est restée, le Congo est resté, les Congolais sont restés. Oui, mais on ne dira pas que quand il y a changement, sénateur, on peut changer des choses. On peut revenir à la rupture, comme on dit. Voilà. Mais la responsabilité d'État a une poche qu'on appelle la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'on peut changer la ligne politique, mais c'est toujours dans les mêmes chemins. C'est la méthode de travail qui change, les mêmes outils, les mêmes personnes administrées, les mêmes territoires. Mobutu a laissé 2 345 000 km de territoire. Mais justement, c'est là le problème. Tu as tapé, c'est là le problème. On veut tout changer, même des choses qu'on ne maîtrise pas. Les conséquences sont là. Donc aujourd'hui, on peut dire que
on peut aller gentiment à une conclusion de dire que l'homme politique congolais n'est pas encore prêt, ni à vivre la démocratie, ni à être un vrai homme politique. Parce que entre la fraude qui n'a pas de honte et les manifestations qui n'ont pas leur place, ben on se pose la question, on va où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben moi je pense que nous allons continuer à éduquer la population. Il faut que la population s'auto-prenne en charge. Ce discours de l'autoprise en charge a été développé par plusieurs personnes. Lumumba l'a dit, Mzee l'a dit, Étienne Tshisekedi l'a dit, Gizenga l'a dit, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais compris ce concept de l'autoprise en charge. Et nous, de la société civile, nous avons une part de responsabilité. Nous devons enseigner cette autoprise en charge. À un moment donné, on dit les peuples souverains, il faut qu'ils exercent sa souveraineté. Oui, mais M. Augustin, vous ne pensez pas que les hommes politiques congolais n'ont pas peut-être l'expérience de la politique? C'est-à-dire, je m'explique. Vous savez, lorsqu'on parle du Parti socialiste, c'est un grand parti, où il y a des formateurs qui forment la population, la pensée sociale. Partout d'ailleurs. Voilà. J'ai été chef du parti dans ces pays. Et il y a une des conditions que moi-même j'avais introduites. On ne peut pas se déclarer à gauche de la gauche quand on n'a jamais lu Lénine, par exemple. Manifeste, voilà. Mais par contre, au Congo, j'ai l'impression que on met en place des partis politiques, mais ils n'ont pas de charte des partis. Ils n'enseignent pas leur... Vous avez raison. Une fois, j'ai été à un cercle, à un parti politique, je leur ai posé la simple question de savoir s'ils étaient à gauche ou à droite. Il fallait 5-10 minutes pour me répondre. Ils n'arrivent pas à se définir. Ils n'arrivent pas à se définir. Et quand vous regardez la nature des alliances qui se font, qui se construisent aujourd'hui sur la scène politique, vous vous posez la question, mais on va où? C'est de l'aventure pure et simple. Donc, à des hommes avertis, à un terrain comme ça, ce n'est pas un terrain à mettre les pieds. D'où nous autres, nous avons choisi de replier, de jouer le rôle de la société civile, de préparer les nouvelles générations, la population à des réalités, à des connaissances qu'elle est censée connaître, tout en restant humble. Je l'ai toujours dit, nous n'avons pas le monopole ni de l'intelligence, ni de la connaissance. Mais ce que nous avons appris, nous devons apporter à notre pays. Comment voulez-vous comprendre que nous avons vécu la période de la campagne électorale? Je dirais sur 26 candidats qu'on avait au début, je ne sais pas si on peut retenir 5, 6, 7 qui nous ont fourni leur programme compréhensible déjà, réaliste et réalisable. Combien? Il y en a eu 1, 2, 3 peut-être, mais pour les autres, on est sorti de l'objectivité à la subjectivité. C'est-à-dire que c'est Imbondo. Non, Imbondo n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un représentant. Le problème, c'est qu'est-ce que Imbondo fournit, qu'est-ce qu'il nous apporte, comment est-ce qu'il veut nous amener à comprendre. C'est ça, en fait, le secret de la campagne. Ce n'est pas Imbondo est blanc, noir, rouge, je ne sais pas moi ou comment. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu apportes. C'est ça. Voilà. Du coup, on était... il fallait que chaque Congolais ait sa carte d'électeur. Et tout d'un coup, on arrive à la fin de l'année, on nous sort la sortie de la carte d'identité congolaise. Ce n'est pas un jeu d'enfant qu'on a fait là, où on aurait dû d'abord imprimer les cartes d'identité, par la suite, ce qui était majeur, peut-être, c'est faire enrôler pour avoir une carte d'électeur. Mais sénateur, pour comprendre cela, je vous ramène à la diaspora. Les éléments de plébiscite de la CNI, je parle bien de la CNI, je ne parle pas des acteurs politiques. Pour la première fois, oui, c'est une première fois, la diaspora a voté. Est-ce qu'un travail de recensement de la diaspora a-t-il déjà été fait quelque part? Ensuite, je sais que nous avions lancé les pourparlers avec les acteurs politiques, l'administration suisse, parce qu'on avait compris qu'il y a eu pas mal de gens qui voulaient usurper l'identité congolaise. On n'est pas encore abouti à ce processus, mais c'est en cours de dire que nous voulons des référents pour pouvoir confirmer déjà la demande d'asile ou l'installation en Suisse avec l'identité congolaise. Deuxièmement, n'ayant pas justement le nombre de recensements ou la fiche de renseignements
des Congolais de l'étranger, je prends par exemple la Belgique ou la France, encore l'enrôlement. Combien se sont-ils enrôlés? Grave encore, les votes. Qui a voté? Parce qu'on nous parle d'un pourcentage élevé de la diaspora qui a voté. Mais quelle est cette diaspora qui a voté? C'est vraiment les Congolais de souche? C'est des naturalisés? C'est des usurpateurs de l'identité congolaise? Ou c'est le bourrage des urnes? Donc plusieurs dysfonctionnements, plusieurs éléments qui nous amènent. Société civile, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Nous continuons. Tout le début, tous ces processus, ceux qui nous ont suivis, nous n'avons pas arrêté de partager nos connaissances, pour ne pas dire enseigner ou prêcher justement les comportements à tenir. Commençons par l'identification, d'abord le comportement de la population face aux candidats, peu importe, de la présidence jusqu'au communal. Certaines questions de base qu'il faut poser justement aux candidats, notamment leurs identités, leurs projets, à certains leur bilan, très important, les rôles que devaient jouer les associations, les églises, nous avons fait. Et même au niveau de l'extérieur, nous sommes allés plus loin jusqu'à demander à ce que les représentants des candidats ou des tendances politiques viennent débattre afin d'influencer en même temps les votes de la diaspora et d'éclairer aussi les enjeux de ce qui se passe. Le tableau, le plateau est resté vide pendant 2-3 semaines. Les affaires sont passées. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas incompétence des représentants des partis politiques congolaises au niveau de la diaspora? Je n'ai pas moi non plus la compétence de juger ni de sanctionner qui que ce soit. Je ne fais que constater. Monsieur Augustin, vous êtes en face du sénateur. Oui. Vous savez, j'aime bien être un peu dans la ligne droite. Hein. Autrefois, moi je vous aviez suivi hein, il y a 3 ans en arrière. Vous faisiez partie du cercle d'amis du Kamitato. Qu'en est-il maintenant de vos relations? J'ai toujours dit qu'on n'est pas ennemi, on ne sera jamais ennemi sur la scène politique. Toi, tu n'as plus que les repères 3 ans passés, 4 ans. Olivier reste un ami, un frère. Mais il n'y a pas que Olivier. Quand je parle de nous qui sommes... Quand je parle de nous, je parle bien de nous qui avons vécu la jeunesse moubutiste. Voilà. Vous verrez qu'il y a l'AFDEL qui est venu. Après l'AFDEL, il y a le PPRD qui est venu. Donc après, il y a les FCC, tout ce qui a suivi. Mais nous avions toujours eu des amis. Certains d'ailleurs m'ont posé la question pourquoi j'ai toujours été du côté de l'opposition après avoir quitté les cercles de musée. Bien sûr, avant aussi, après avoir été dans les cercles de gens comme de Mongol Diaka, de Mandoum Boulaniati, de tous ces grands-là, mais on est resté amis avec. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de la même obédience qu'on serait ennemis. On peut débattre comme ça d'une manière objective, après on prend notre ça a été refusé au niveau de ces élections de 2023. Hein. On a demandé à plusieurs représentants des partis politiques. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont décliné. Moi j'ai entendu ton appel. Moi-même j'en ai lancé. Nous avons organisé des plateaux, nous avons mis les moyens logistiques en place pour que le représentant, entre guillemets, des candidats, parce qu'on parle des candidats, on ne parle pas de formation politique, voilà. Les candidats viennent débattre, expliquer, éclairer justement les projets de leur leader. Je ne sais pas si toi tu en as reçu, moi jusqu'à la preuve du contraire, 0. Vous nous excusez. Voilà, nous sommes sur le plateau, nous sommes en direct. Vous savez, ce sont des appels qui rentrent, les personnes qui veulent poser des questions. Voilà. Nous fermons un peu la parenthèse au niveau des élections. J'aimerais que nous puissions revenir un peu au niveau de la communauté ici. Nous avions commencé 2023, c'était une année un peu difficile par rapport à tout ce qui s'est passé. Parmi nos compatriotes, hein, on a perdu beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes au niveau de la diaspora. Vous avez un mot pour leur famille, la pensée au niveau des enfants qui nous ont quittés, des parents qui nous ont quittés et tout. Éventuellement, on ne peut pas rester insensé, surtout nous avec la responsabilité que nous avons d'abord en tant que, je dirais, berger, parce qu'on est au service de la communauté. Hein, et on ne peut pas rester indifférent. C'est dur, non? Bon, ceux qui sont partis paient à leurs âmes, la souffrance est plutôt pour ceux qui sont restés.
Et grave encore pour ceux qui sont restés au moment où toi et moi nous sommes en train de réaliser peut-être cette dernière émission de l'année 2023, cette analyse. Mais beaucoup sont dans les lits d'hôpitaux, à qui je partage, j'exprime ma compassion. Ici en Suisse, en Europe, voire partout ailleurs. Ce n'est pas facile. Nous en avons perdu. Écoute, quelqu'un avait dit qu'ils nous ont précédés. Mais en même temps, quand ils nous précèdent, à chaque fois nous devons tirer une leçon. Et si tu permets, je pourrais ouvrir une toute petite parenthèse en 30 secondes. Nous avions lancé au niveau de la communauté un projet de dire qu'on peut souscrire une assurance décès. Parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous perdons le nôtre, des fois c'est là, pas c'est là, la mort s'invite sans invitation. Elle s'installe, elle s'impose. Certains se sont préparés, d'autres non. La Bible nous dit de nous préparer tous les jours, spirituellement, mais physiquement aussi. Nous savons tous que les obsèques, c'est un problème. On doit courir par des cotisations. Et ces cotisations, des fois, certains ne l'ont pas. Ça devient à la fois un sujet de honte, mais en même temps, un sujet de discorde. Il ne participe pas ou elle ne participe pas, sans connaître son état. Donc si on pouvait se prévenir certaines choses par des assurances obsèques, quand cela arrive, au moins les choses sont faites et les familles restent allégées. On éviterait beaucoup de complications aussi. Voilà, donc on revient sur... on a vu, il fut un moment où les combattants ont interdit carrément la production scénique au niveau de l'Europe, des artistes congolais, d'origine congolaise, parce qu'on a deux Congos, congolaises de Kinshasa, mais on a vu par la force, il fallait se produire. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation où les combattants disaient que la musique nous amenait une distraction et du coup, il fallait réussir à se produire durant au moins 3 semaines de suite. Sur 3 territoires où les combattants étaient vraiment forts. Si on peut le dire ainsi. Moi-même, en tant que, je dirais, soutien, je vous ai parlé tout à l'heure dans ma présentation, je dirige la société civile et je suis aussi un acteur culturel. J'organise aussi des choses ici en Suisse, culturelles. En philosophie, on dira autre temps, autre mœurs. En science, on dira ce sont des essais. On a essayé avec les artistes. Est-ce que ça a abouti ou ça n'a pas abouti? Pourquoi pas essayer autrement? Ce qui est bien, c'est de faire toujours les choses, je dirais, ensemble, en concertation, qu'on ne part pas en vainqueur et vaincu. Ça serait une force. C'est le message que je peux lancer. À toute chose, on se met ensemble, on avance, on avance. Mais si nous devons faire des choses par défi, je crains. J'en appelle toujours à cette manière de collaborer. À cette manière de collaborer, faisons les choses ensemble pour que nous ayons des résultats efficaces. D'après le président Augustin. Mais moi, mon souci, c'est que vous aviez analysé. Vous étiez parmi les gens qui marchaient à Lausanne pendant la neige. Je me souviens, nous étions avec vous à une marche où il y a eu plein de milliers de Congolais de la Suisse qui sont venus partout. Qui s'est terminé la place de l'Épaule. Je me souviens encore, vous avez tenu un court discours. Est-ce que peut-on encore espérer un combat de la diaspora pour que le développement revienne au Congo? Bien sûr, le combat reste quotidien. C'est de tous les jours, la vie est un combat quotidien de tous les jours. Même les Occidentaux se battent tous les jours. Nous vivons dans un monde des intérêts. Peut-être il faut réorienter justement ce combat. Avant, le combat était dirigé, à un certain moment donné, le combat était dirigé, on le dira clairement, vers l'Est contre l'Ouganda, contre le Rwanda.
le combat s'est tourné, il s'est réorienté vers les artistes, contre les artistes et les politiciens de l'intérieur, les pasteurs. C'est le monde de société civile qui s'entretuait entre eux. Maintenant, on n'a toujours pas obtenu gain de cause. Faut-il pas maintenant révaloriser la diaspora, les mettre à un level de diplomate, que la diaspora joue dans les cercles diplomatiques, en développant des lobbying. Parce qu'on se comprend, on comprend aujourd'hui, il n'y a pas que le Congo. Même les pays où nous vivons, ce sont des lobbying qui dirigent. Quel est le lobbying congolais quelque part? Moi, personnellement, avec mon équipe, nous avions commencé quelque chose. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons tenté cette histoire de climat. Quand on parle de climat, je suis fier, bien que les pays, j'en ai pas besoin non plus que les pays me donnent quelque chose. Je suis toujours redevable à ces pays-là. C'est la terre qui m'a donné la vie, c'est la terre qui m'a formé, c'est cette terre-là, de cette terre-là que je suis ce que je suis. Je suis fier de donner encore à cette terre congolaise. Je suis fier d'avoir parlé de mon pays dans je dirais, les discussions climatiques, où aujourd'hui on peut parler aussi pour des résolutions liées au climat, à la conservation, préservation de la planète, notamment avec aujourd'hui les bassins des pays tropicaux, notamment la préservation et oui, on parlera de la préservation de la forêt équatoriale, ainsi que mes amis du Brésil, que je salue par exemple des militaires, nous sommes bien battus pour que, voilà, on parle aujourd'hui reboisement, protection justement de ces forêts-là. On a beaucoup pesé pour qu'on parle de la République démocratique du Congo. Voilà, moi je confirme qu'il fait partie des personnalités qui ont élaboré toute une charte pour que la situation climatique soit au niveau du bassin de la forêt équatoriale soit vraiment mise à jour. Voilà. Nous revenons vers Kinshasa. Pourquoi est-ce que l'opposition est allée aux élections en ordre dispersé? Est-ce que vous avez trouvé la chose bénéfique pour eux? Je suis resté dans la casquette de la société civile. C'est question stratégique. Toute stratégie n'est pas... Oui, le souhait dans la stratégie, c'est la réussite. Mais tant que ce n'est pas encore réussi, toutes les éventualités sont ouvertes. Vous aurez dit quand même les guider par des messages qui pouvaient les orienter. Parce que vous vous souvenez, nous avions, vous et moi, avions reçu Jacques Mérin, qui fut le premier professeur de l'université de Bagnon. Et il nous a dit, un des derniers survivants. Voilà, il est encore vivant, on le salue là où il est, il vit quelque part ici en Suisse, bien sécurisé. C'est des personnalités qui connaissent l'histoire du Congo, et bien gardées en tout cas, nous vous assurons cela. Il nous a dit une phrase, le jour où les Congolais seront un, c'est ce jour-là que le Congo prendra son envol. Mais vous, en tant que société civile, vous y étiez le jour où j'ai fait l'interview avec M. Jacques. Mais pourquoi vous n'avez pas conseillé à Moïse Katumbi, vous n'avez pas donné conseil à Fayulu, vous n'avez pas donné conseil à Dini Mukwege, là où, apparemment, d'après nos enquêtes, là où il est populaire, il a été voté par 2 personnes. Vous trouvez ça normal? Pourquoi tu sais qu'elle dit? C'est lui qui tient le bâton. S'il tient le bâton, il n'a pas droit au conseil? Il a droit au conseil, mais il a déjà 50% de lui-même. Non. Parce qu'il est au pouvoir. Sénateur, pour répondre à cette question, voilà. tu as utilisé un bon mot, le conseil. Voilà. Le conseil reste le conseil. Le leader a sa décision. Vous pouvez conseiller, il n'est pas obligé de vous écouter. Il peut vous entendre, il est libre de vous écouter ou ne pas vous écouter. C'est tout ce que je vous dis. Ils ont fait la sourde oreille. Nous, on a fait notre rôle, au moins, nous avons tenté. Si, j'ai toujours dit que connaître une chose et ne pas le faire, c'est là le problème. Mais si vous avez fait votre part, vous avez la conscience tranquille. Et aujourd'hui encore, nous avons ces plateformes, ces réseaux sociaux qui nous gardent, qui font des offices de bibliothèque. Il y a pas mal de références qui restent.